Merci à toi. Ouais, Non, je te les laisse. Merci à vous de m'accueillir pour qu'on puisse échanger un petit moment sur cette thématique de management et stratégie d'avant-match. Alors, il y a deux choses sur lesquelles je veux revenir un petit peu en préambule. La première, c'est que c'est très propre à qui vous êtes et à l'endroit dans lequel vous êtes. Donc, ce que je vais présenter, c'est en même temps des choses qui me sont propres en termes de valeurs, de vision, d'ADN d'équipe que j'essaye d'avoir, et en même temps qui sont très adaptés à l'environnement club dans lequel je suis et à la typologie d'équipe que j'ai. C'est quand même une particularité, puisque dans toutes les équipes de LNB, Pro A, Pro B confondues, on est de plus de 2 ans la plus jeune équipe en moyenne d'âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une équipe qui est au moins de 2 ans plus jeune en moyenne que la deuxième plus jeune de toute la LNB. Donc c'est quand même une particularité vis-à-vis de la manière dont on s'entraîne, de ce que je vais présenter, et aussi de comment on répartit la charge. Et vous verrez tout au long, on est plutôt sur un projet sur lequel on essaye d'imposer aux autres équipes la manière qu'on a de jouer, plutôt qu'être une équipe qui va chercher à s'adapter tout le temps. Ce qui nous permet, nous, d'avoir un focus très important sur le développement de nos joueurs. Parce que ça, c'est essentiel dans notre projet, dans notre idée. Okay? Mais c'est quand même un parti pris très fort qu'il faut avoir en tête dès le départ, sinon les choses, elles peuvent perdre du sens. Donc, on a, à travers les sous-questions que Franck m'avait posées, on a dit de traiter ce sujet-là à travers l'organisation d'une semaine type. La semaine type que j'ai prise, c'est une semaine avec un match le vendredi. Et donc pour nous, cette semaine-là, elle commence au dimanche soir. On peut même dire qu'elle commence au match précédent. Et donc, l'idée, c'est pour nous, évidemment, il y a le résultat, on a gagné, on a perdu, mais pour aller au-delà de ce résultat, on essaye d'avoir ce petit outil. Donc ça, c'est un scorecard, c'est une petite note sur 10, sur des choses qui correspondent au jeu qu'on veut pratiquer. Et finalement, on peut gagner un match, mais avoir une mauvaise note là, ou perdre un match et avoir une bonne note ici. Pourquoi moi ça m'intéresse? Parce que je suis très orienté sur l'ADN de mon équipe. Et les fondamentaux de jeu que je veux répéter au quotidien, ils sont là-dedans. Le premier que vous voyez, je vais revenir un peu sur ces 10-là, mais le premier que vous voyez, c'est celui des possessions. Donc 85, être supérieur à 85, ça fait que depuis 7 ans, on était toujours, en étant au-dessus de 85, toujours dans le top 3 du championnat. Donc dans l'idée du jeu up-tempo qu'on veut pratiquer. Et en plus du jeu up-tempo, pour aller chercher 85 possessions, il faut aller vers un basket qu'on peut qualifier de total. C'est-à-dire aller chercher des possessions accélérées par des interceptions, aller chercher des deuxièmes chances sur les rebonds offensifs, provoquer une accélération du tempo chez l'adversaire pour qu'au final, vous ayez 85 possessions à jouer. Donc ça, c'est un premier critère. Est-ce qu'on a amené l'équipe adverse à sortir de sa zone de confort et à jouer un basket qui ressemble à celui qu'on veut jouer, celui du basket de possession? Je pose une question par rapport à ce dont tu me parles. Là, tu dis, toi, tu vises au-dessus de 85. En moyenne, c'est combien sur la Pro A et la Pro B, Alors, le nombre de possessions? Il y a un petit peu plus de possessions en Pro B qu'en Pro A. Les possessions en Pro B, en moyenne, cette année, la moyenne doit être à 82, un petit 82, entre 81,5 et 82. Donc on est à 3 possessions au-dessus. Quand on sait que nous, par exemple, on score, on est à quasiment 0,95 par possession, ça fait 3 points, quasiment qu'on peut aller chercher là-dessus. Okay. D'ailleurs, le deuxième point, c'est l'idée des points par possession. Comme ça, on peut très vite se projeter sur un ratio. Ok, on veut jouer beaucoup de possessions, mais on veut tout de même, évidemment, avoir une bonne rentabilité offensive. Okay. En Pro B, une bonne rentabilité à 0,9, c'est déjà intéressant. Si on était en Pro A, on serait plus proche des 1. La rentabilité, la sélection des tirs, la connaissance d'eux-mêmes des joueurs augmente en Pro A, donc la rentabilité possession augmente également.
Après, et c'est là où pour moi ça devient intéressant, c'est qu'on joue un basket rythmé, mais sur lequel on veut jouer avec peu de pertes de balles. Et ça, c'est un biais chez beaucoup d'entraîneurs, et même dans la conception du basket en général, c'est pas du tout paradoxal. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a toujours dit, mais si on prend des risques, on va perdre plus de ballons. Et moi, je suis contre cette idée-là. Je pense que si on s'entraîne beaucoup dans ces conditions-là, et bien finalement, on va être surentraîné à jouer ce basket-là, donc on ne va pas forcément perdre plus de ballons que les autres. Par contre, si l'autre équipe ne s'entraîne pas de cette manière-là, et qu'on les amène sur ce terrain, eh bien, on peut créer un avantage compétitif. Donc ça, c'est mon ambition en tant que coach. Et là-dessus, cette année, on réussit très bien, puisque sur les 22 journées de championnat, on a eu 21 fois ce ratio positif. La seule fois qu'on ne l'a pas eu, c'est le week-end dernier. On a fait 17-17 et on a perdu d'1 point au buzzer contre Fos-sur-Mer à domicile. La quatrième chose, c'est le ratio avec les interceptions. Donc là, 0,9 c'est très ambitieux. C'est-à-dire que vous perdez 12 ballons, vous voulez en gagner au moins 11 par interception. Donc ce point-là, il est difficile à aller gagner sur la note sur 10. Mais 50% des matchs effectués cette année, on a gagné ce point-là. C'est pour vous dire, voilà, ça c'est une ambition forte, mais on est la meilleure équipe ex aequo aux interceptions par match. Ensuite, l'idée effective field goal, ça veut dire qu'on prend, le pourcentage d'adresse effectif, c'est-à-dire la valeur des points 3, 2, 1 par nombre de tirs. On fait ce ratio-là pour savoir si on a été efficace. Et ensuite le true shooting percentage, c'est-à-dire que là on valorise les paniers. Comment expliquer par exemple on va se dire d'où viennent ça nous donne deux infos, d'où viennent les points qu'on a marqués, et en même temps est-ce qu'on a été rentable à, je sais pas, à prendre plus de tirs à 3 points que de tirs à 2 points, et on veut chercher ce chiffre de 60%. Le net rating, c'est plus 4 sur le résultat final. Okay. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas à la merci d'un dernier tir à la dernière seconde, par exemple, que vous pouvez jouer des stratégies différentes sur la dernière possession. Et ensuite, les chiffres du rebond. Alors ça, c'est un autre axe fort de notre projet de jeu. Peut-être que vous avez regardé la quart de finale de Paris hier. Au rebond, ils utilisent une stratégie qui s'appelle le tag up. Ça veut dire que, en fait, tout le monde joue le rebond offensif et que, admettons, c'est mon défenseur, moi je suis l'attaquant, mon coéquipier a chuté là-bas. Dans une stratégie de jouer le rebond offensif, on pourrait dire je vais te passer devant pour prendre le rebond off. Dans une stratégie de tag up, et ça c'est une chose qu'on fait depuis des années, on joue le joueur. Et mon objectif, c'est de l'amener sous le cercle. Et donc si les 5 font ça, on comprime l'équipe adverse, et donc tous les rebonds longs peuvent être saisis, et puis on peut aller challenger et ramener la balle dans une zone où il n'y a pas de défenseur. Et deuxième intérêt, même si la défense prend le rebond, quand le mec se retourne, je suis face à lui, donc on peut mettre la pression tout terrain qu'on cherche à avoir. Donc ça, c'est des chiffres sur lesquels on essaye d'être constant. Rebond défensif, bien sûr, mais rebond offensif au-dessus de 35%. Voilà, là aussi, c'est une ambition très forte dans le jeu. Et, dernier point, pour nos notes sur 10, tenir l'équipe adverse en dessous de 50% dans la raquette. Okay. Donc là, c'est nos stratégies de safety, goalie, la manière dont on aide, dont on trappe, qui vont être mis à rude épreuve pour qu'on tienne l'équipe adverse en dessous de 50%. Donc, tout ça, c'est en gros, ça me donne une note sur 10 objective par rapport au match qu'on vient de produire. Et puis, ça nous dit aussi, on est en retrait par rapport au nombre de possessions. On est en retrait par rapport au rebond off, etc., etc. Donc, peut-être que dans nos rappels de fondamentaux de jeu, c'est quelque chose sur lequel on va mettre un accent plus fort. Moi, si ce n'est pas mon exercice, peut-être que je vais demander à Charles, je vais demander à KJ, mon assistant, même à mon préparateur physique,
de se mettre sur la ligne de fond ou sur le côté et de tout le temps insister à rappeler ce message-là au gars durant tous les exercices de la semaine. Et donc, on ne veut pas avoir trop de piliers dans le jeu, mais ils sont contenus là-dedans. Donc ça nous donne en même temps une info sur la production du match et en même temps une première orientation sur la semaine qui va venir. Ok ? Donc, pour revenir sur le parti pris que j'expliquais un petit peu tout à l'heure, notre volonté, c'est de se poser la question comment on crée un avantage concurrentiel avec les moyens qu'on a, en essayant d'amener l'équipe adverse à jouer le basket sur lequel on s'entraîne le plus. C'est ce que j'explique un peu en parlant de troisième voie. Et celle-ci, elle est ambitieuse, elle demande beaucoup d'énergie, parce qu'elle demande aussi d'avoir confiance sur l'évolution des individus. Ce projet-là, si on veut imposer, c'est aussi de dire, on récupère une équipe en août, et on veut qu'au fil de l'année, cette équipe s'améliore, et pour l'améliorer et qu'elle prenne de la valeur, il faut absolument qu'on travaille sur le joueur. Okay ? Donc on va revenir là-dessus après en détail. Autre ambition qu'on a, très souvent on voit que avant on découpait la saison comme ça, phase de préparation, phase compétitive, post-saison, et on voyait le cadran. Mais en observant et puis en échangeant avec beaucoup de monde dans les pratiques, on se rendait compte que on avait une phase de prépa, c'est on va dire 6 semaines à peu près, et puis on avait une phase compétitive, c'est 9 mois, 10 mois, et puis une phase de repos de 4 semaines, 6 semaines. Et pour moi, ça paraissait complètement illogique de continuer de s'entraîner et de se préparer comme si on allait faire de l'athlétisme pour des compétitions, alors que finalement notre cœur de saison était aussi allongé et que nous, on nous demande une perf hebdomadaire. Donc l'idée, c'est de se développer. Et ça change la conception de tout le monde, notamment du prépa physique. Le prépa physique aujourd'hui, dans l'intégration dans un projet sportif, c'est une personne qu'il faut élever au niveau de coach. Mais pour ça, il faut qu'il soit complètement avec vous dans votre projet de jeu. Quand je dis développer, ça veut dire que lui, il doit développer physiquement nos joueurs. Là encore, je reviens à mon cadre où moi j'ai une équipe très très jeune. Okay ? Mais il faut qu'il développe. Donc ça veut dire que lui, il doit aussi prendre un risque sur le développement dans l'entraînement. Il n'est pas sur le maintien de leur niveau physique. Il ne fait pas de la gym douce, quoi. Il fait du développement. Donc ça veut dire que là, il faut qu'il soit fin. Et là, on touche un point du basket français où nous, on n'a pas des entraîneurs de prépa physique experts. On a des gens qui sont souvent en début de carrière avec nous. On a des coachs qui sont experts parce qu'ils ont 20 ans d'expérience quand ils deviennent coachs des équipes pro à minimum, et après ils ont 30 ans, ils ont 40 ans, 45 ans avec des équipes pro. Donc sur les 45 ans qu'ils ont entraînés, il y en a eu 25, 30, 35 dans le contexte du milieu professionnel. Les gens qui sont en prépa physique, très souvent, ils font 3, 4, 5 années, peut-être 10 années, et souvent ils sortent parce qu'en termes financiers, il n'y a pas cet investissement. Donc c'est à nous de faire en sorte que on accélère un peu le processus pour qu'on puisse profiter aussi du fait que on ait des prépas physiques formés, intégrés complètement. Et là-dessus, il faut aller très loin, je pense, dans qu'est-ce qu'on attend d'eux et qu'est-ce qu'on attend dans le jeu pour qu'ils puissent préparer les athlètes en fonction. Okay ? On reviendra après comment on l'intègre dans la semaine, dans la répartition. Mais pour nous, ça veut dire à minima 2 séances de force et 2 séances de RSA. La RSA, c'est la répétition de sprint. Donc c'est l'effort intermittent avec une variabilité du repos. C'est quand par exemple, on fait 10 mètres de sprint, on s'arrête 5 secondes, 10 mètres, 5 secondes, etc. Et puis on regarde les distances parcourues et on ne veut pas de dégradation dans le sprint effectué sur 10 mètres. Ça, c'est le basket. Donc on a des séances là-dessus où notre prépa physique il travaille et il intègre ça dans des mouvements basket avec ce qu'on appelle des afférences ou des affordances, donc des mouvements qui sont non linéaires, puisque le basket est tout le temps en train de travailler sur cette non-linéarité. Ensuite, préservation prépa mentale des joueurs intégrés dans l'entraînement. On n'a personne qui s'occupe de ça en plus
à l'intérieur de notre staff. Donc ça, on l'intègre et on le diffuse. C'est la responsabilité qu'on se partage. Et encore une fois, si on a des nouveautés, on va les ajouter en début de semaine, mais le but, c'est pas d'empiler. C'est plutôt de travailler sur des choses maîtrisées, sur lesquelles on veut amener les gens vers l'expertise. Voilà. Donc, on ne va pas vouloir tout le temps ajouter des concepts, tout le temps. Ok, bien sûr, on s'enrichit durant l'année, il faut que ce soit mesuré. Donc, notre semaine, elle s'organise comme ça. Si vous prenez le petit schéma, juste à droite, avant de commencer, vous voyez là, ça c'est notre dimanche. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Jeudi, c'est la veille du match. Donc même s'il y a un entraînement, on va décharger en termes d'intensité. Et par contre, on va avoir ce pic sur le match. Et ça, c'est le jour off. Là, ici, j'aurais pu mettre une coloration quand même un peu moins marquée, parce qu'il y a quand même du travail. Donc, là-dessus, ça, je vous le donnerai, il n'y a aucun problème. Donc, si j'en prends point par point, et ce qui peut nous intéresser, c'est de dire, là, on est sur du travail individualisé quand on reprend le dimanche. Beaucoup de prépa physique, beaucoup des assistants sur du travail avec du tir en rythme, etc. Il n'y a pas d'opposition. C'est léger par rapport à l'opposition. Par contre, il y a un travail là-dessus. Si jamais, moi j'interviens en gros 15 minutes, et c'est plutôt un retour sur ce qui a fonctionné, pas fonctionné, mais sur ma partie à moi, on est sur du piéton, et souvent c'est quelque chose qu'on a vu en vidéo au début de l'entraînement, mais c'est très synthétique. Là, on est sur, sauf si vraiment il y a des problèmes plus importants, où on va revenir en détail, mais très souvent c'est synthétique. Voilà, on essaye de ne pas perdre beaucoup d'énergie là-dessus, c'est plutôt pour se régénérer cet entraînement-là. En plus, souvent, il est juste après le match des U18, donc il est assez tard, il est à 17h30 jusqu'à 18h30, 18h45 maxi, et avec charge légère. Par contre, le lundi matin, ensuite, on travaille. Alors là, c'est individualisé, le travail en musculation, chacun a un travail différent à faire, et puis ensuite, on a un travail par poste. Là, on scinde, et souvent, on redivise par deux. C'est-à-dire qu'en gros, il y a la moitié des extérieurs, ils commencent là avec la moitié des intérieurs, et sur le terrain, ils sont redivisés à nouveau. Ce qui fait qu'il y a un coach pour 2 joueurs, 3 joueurs maximum. Et là, on essaye de travailler sur des points techniques. Par exemple, avec les joueurs intérieurs, Charles il travaille énormément sur la situation de short roll, ce qu'on appelle la petite ouverture. Donc, nous, dans notre jeu, on en produit beaucoup. Donc, on travaille beaucoup sur ces situations-là, de pivoter, attraper, jouer, être capable de regarder, attraper et d'enchaîner des actions. On travaille beaucoup sur les situations de main à main également. Okay. Donc, des situations depuis le poste bas, qu'on appelle grenade, okay, où on vient chercher en main à main vers l'extérieur. Voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles on passe beaucoup de temps. Avec les joueurs extérieurs, on est beaucoup sur le travail sur le tir, sur le pick-up, sur la manière dont on ramasse la balle pour tirer, pour accélérer la mécanique de tir. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup en fil rouge. L'après-midi, c'est plutôt nos phases de surnombre, jeux rapides, etc. Le mardi matin, on reprend le travail individualisé, mais cette fois, on est plus en 2 groupes, et là, ils travaillent ensemble, on est plus sur les relations, donc du pick and roll, du main à main, mais grand-petit. Okay. Donc on mixe les grands et les petits, on a un petit bloc d'adresse également, nos fondamentaux défensifs le mardi après-midi. Mercredi après-midi, c'est la séquence où on est plus sur des scénarios de match, où on reprend le plan de match offensif dans un premier temps. Derrière, on bascule sur des scénarios. Scénario, c'est 4 minutes à jouer, il y a 70 partout. On peut jouer un scénario où le premier qui arrive à 80, il a gagné. Sinon, même si les 4 minutes ne sont pas écoulées. Sinon, on joue les 4 minutes, il y a des fautes, une équipe qui a déjà des fautes, une équipe qui n'a pas de fautes. Bon, alors, voilà, on fait des scénarios où des fois il y a plus 4 pour une équipe, etc. Bon, vous avez compris un petit peu ce qu'on veut faire. Et à l'intérieur, on met nos contenus. On a plusieurs couleurs de défense, donc on dit telle équipe joue cette couleur, tel joueur cette couleur de défense, et ils ont chacun des set plays. Et là, on est aussi pas mal sur l'autonomie de l'équipe, sur le fait que quand on joue ces séquences-là,
ben, ils ont le droit de prendre des temps morts, ils se regroupent, il faut qu'ils règlent certains problèmes face à... On a dit qu'il y a une équipe qui step, l'autre qui switch, il y en a une qui n'arrive pas à attaquer le switch, ben, ils prennent leur temps mort, ils se parlent un petit peu pour développer une situation qui finalement arrive souvent en match, c'est qu'on n'a pas suffisamment de temps mort, et donc il faut que les joueurs développent l'autonomie, et c'est une équipe, c'est quelque chose qu'on sous-entraîne. Donc on essaye de le stimuler sur cet entraînement-là. Le jeudi matin, on rappelle tout le plan de match qu'on a vu toute la semaine, et puis on fait un petit peu les situations spéciales, les touches, les zones, etc. à ce moment-là. Le vendredi matin, on reprend, on fait 1h30 le matin du match, 30 minutes de prépa physique, 30 minutes de travail individuel où ils sont à nouveau séparés, et 30 minutes de tactique où là, ben, si les infos sont bien passées, ben, on peut juste balancer les situations et c'est très fluide. Là, le but c'est de ne pas trop intervenir. C'est pour ça que j'appelle ça un petit peu le moment du capitaine, parce qu'à la voix, les deux meneurs de jeu, ils doivent pouvoir gérer quasiment ce moment-là. Le seul moment où on reprend la main, c'est pour revoir les touches adverses. Le soir du match, on revient, 1h30 avant le match. Là aussi, ils ont un premier bloc où ils sont sur leur routine et vitamines. Je reviendrai là-dessus juste après. Briefing d'avant-match à 40 minutes. Et puis après le match, il y en a certains qui vont direct chez le kiné, d'autres qui vont en salle de muscu, d'autres qui vont à la presse. Ils ont tous un petit travail à faire en après-match. Ce qui nous différencie un petit peu dans ça c'est très classique, hein. Bon, il y a des choses qu'on va retrouver chez tout le monde. Le point sur lequel on essaye de se différencier, c'est sur celui-ci. Ce qui est avant tous ces entraînements-là, ce qu'on appelle le pré-practice, où là il y a des routines. Routine, c'est mobilité articulaire, aller sur des choses que soit le kiné, soit le prépa physique ont souligné. Par exemple, ouverture scapulaire, etc. Des choses qui ne demandent pas une forte intensité, mais qui demandent par contre de faire un peu souvent. Et ensuite, l'idée des vitamines, c'est comment on va muscler le jeu du joueur. Et donc là, c'est vraiment, dès le début de l'année, avec le joueur, avec les assistants, qu'on met en place ce moment de vitamines. Et là-dessus, ils doivent devenir petit à petit autonomes. Ça peut être du travail de dextérité, ça peut être travailler sur des prises d'appui, sur du shoot en mouvement. On peut imaginer tout un tas de choses là-dessus. Et là-dessus, c'est avant l'entraînement. Donc là, l'intensité est modérée, mais il y a un travail à fournir. Et ensuite, ce travail-là, s'il est bien fait, moi, je dois pouvoir, quand on démarre la séance, démarrer déjà sur de la haute intensité. Parce que le but, c'est pas que moi, je les garde trop longtemps après. Si ça, c'est bien fait et qu'ils arrivent, en fait, on n'a pas besoin de trop monter en charge. On peut tout de suite mettre des situations où l'intensité est forte et aller vers les moments essentiels. Et ensuite, à la fin de l'entraînement, on a un moment qui s'appelle green light, le feu vert. C'est obtenir le feu vert pour avoir le droit de shooter. Donc en gros, là-dessus, on a tout un tas de jeux sur lesquels on traque les résultats. Et l'idée, c'est que les gars, ils se challengent entre eux vis-à-vis des résultats et puis aussi vis-à-vis d'eux-mêmes pour essayer d'améliorer leurs résultats. Okay. Donc voilà un petit peu comment on fonctionne sur la semaine. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette partie-là ou des choses qui vous interpellent. Moi, j'ai une question sur le post-game. Oui. Tu mets kiné, les soins, muscu. Ouais. Je voudrais un peu de précision sur le muscu. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par muscu? Là, on peut avoir quelqu'un qui fait un travail de force à ce moment-là, ça ne pose pas de problème. D'ailleurs, aujourd'hui, les équipes qui jouent beaucoup, pour pouvoir continuer et ne pas dégrader le potentiel athlétique, même se développer en saison, c'est le moment qu'ils privilégient. Les équipes NBA, en Euroleague, etc. Et comme ils ne peuvent pas faire venir les joueurs 2 fois à la salle dans la même journée, le post-match est souvent un moment très utilisé. Et d'autant plus si les joueurs ont joué peu de minutes ou ne sont pas rentrés. Donc il peut y avoir un tri par rapport à ça. Ou sinon, le joueur il est dans une phase où dans son protocole, on essaye de renforcer un point. Donc dès la sortie, il va aller faire ses séries, etc. C'est peut-être un travail qui va être de 15, 20, 25 minutes. Tu es sur des notions de microdosing, voilà. D'accord, ça. Ouais, complètement. Et tu l'évalues individuellement.
Donc ça aussi c'est un critère, c'est qu'on a cette saison, je ne sais pas si on a 5 joueurs, allez on va dire, je ne sais pas si on en a 10, je n'ai pas vérifié, mais qui ont joué plus de 30 minutes depuis le début de l'année. Tu vois? Donc c'est quand même un critère qui nous permet aussi de fonctionner de cette manière-là. Ça c'est ton critère de fonctionnement ou c'est propre à cette équipe cette année? C'est un idéal qui se concrétise, mais cette année on peut le faire parce que les joueurs vraiment se passent le relais dans une cohésion très forte. À titre comparatif, cet été, on était encore plus proche de mon idéal, puisqu'avec 12 joueurs, on était entre 13 et 20 minutes de temps de jeu avec l'équipe de France de U20. C'est-à-dire que le 12e joueur jouait 13 minutes par match. Et ça demande deux choses. De bons joueurs, et puis surtout une acceptation des rôles très précise. Et c'est je pense là-dessus où on a eu une performance exceptionnelle cet été, c'est que les joueurs ont accepté les rôles vraiment d'une manière extraordinaire. Et qui se sont livrés dans ce basket de très haute intensité où il faut tout de suite être très actif et sans aucun état d'âme à être sur des séquences de 3 minutes 30, 4 minutes 30 et être dans cette dynamique. Et même s'ils performent, ça ne stoppe pas les rotations. Voilà. On ne prolonge pas pour prolonger. Voilà, bon, là, il y a un cadre qui aide aussi à amener ce genre d'abnégation. Ouais. Mais dans ton équipe cette année, tu as eu des facilités à ce que tes joueurs ils acceptent ce mode de fonctionnement? La facilité, c'est certainement qu'on a gagné vite. Donc l'adhésion à la méthode, je pense que ça facilite. C'est un accélérateur. Et puis l'autre chose, c'est qu'ils sont nombreux à avoir compris que leur accession à l'étape d'après, c'est en développant la capacité à être actif et productif sur des minutes réduites. On a 5 joueurs de moins de 22 ans. Pour ces 5-là, s'ils veulent espérer jouer en première division, il va falloir que, peut-être sur une fenêtre de 15-18 minutes maximum, ils soient capables d'être actifs tout de suite. Et donc, on essaye de les entraîner et de les coacher déjà dans cette orientation. Et d'autres qui arrivent de N1, donc ils se disent c'est leur chance. Ouais, alors ça, en anglais on dit chip on the shoulder, c'est l'idée d'avoir quelque chose sur notre dos, on veut prouver, on a quelque chose à prouver. Et c'est vrai que dans l'équipe cette année, et ça c'est mon contexte économique qui me pousse à aller vers ce type de joueur, c'est dire, si on veut trouver des gens qui vont surperformer, il faut trouver des gens qui se surinvestissent. Donc il faut trouver des gens qui ont quelque chose qui va les motiver à se surinvestir. Donc le fait de vouloir prouver qu'on appartient à un niveau, de vouloir prouver qu'on vaut encore mieux, c'est un levier de motivation intrinsèque qui me permet moi après de manager dans ce sens-là. Et le jour où tu arrives à passer en Belgique, c'est pareil. Il y a des joueurs qui veulent aller en BCL, qui veulent aller en Eurocup, qui veulent aller en Euroleague. Oui, mais on regarde ton contexte, puisque en gros tu me dis quand même que tu n'as pas un pléthore de billets, quoi. Oui. Soit tu vas avoir une rallonge quelque part, soit tu vas avoir du mal à mettre en place ta politique. Après, il faut toujours s'adapter au contexte. Ouais. Il y aura peut-être des joueurs en place, il y a peut-être des joueurs qu'on pourra amener, etc. Mais aujourd'hui, il y a quand même une orientation du basket, une évolution en termes de rythme, en termes d'intensité, en termes d'utilisation des joueurs qui me fait dire que je me prépare plutôt à l'avenir plutôt que de regarder vers le passé. Donc j'ai pas de crainte là-dessus, et puis après de toute manière il n'y a pas de modèle parfait, hein, donc il faudra très certainement le manager, et puis chaque semaine il faut garder aussi suffisamment de capacité à s'adapter, et sans remettre en cause la totalité, on peut trouver des aménagements. Je vous dis, on peut trouver par exemple que pour un joueur, faire sa séance de force le plus éloigné du match, c'est idéal. Mais souvent on a eu cette conception. Mais on a des joueurs, faire une séance de force la veille du match,
c'est très performant pour eux. Ils ont des rebonds de grande qualité. On peut même imaginer qu'il y a des joueurs, puisque dans certains sports ils font du microdosing sur la force le matin du match, voire même juste avant le match. Donc tout ça, il faut l'individualiser, et puis il ne faut pas avoir peur de voir que, avec lui ça ne marche pas. Mon but à moi, c'est de faire en sorte que mes gars fonctionnent bien. Donc s'il faut s'adapter, bouger quelque chose, voilà, le modèle il n'est pas écrit dans le marbre. Par contre, on essaye d'avoir une certaine régularité pour que les joueurs ils connaissent leur semaine. Ils sont au courant de quand l'intensité va monter. Ils sont au courant de, ok, cet après-midi je viens, mais je peux venir, je vais travailler sur moi. Ou ce matin je viens, je vais travailler sur moi. Donc la charge mentale n'est pas du tout la même. Donc ça je pense que c'est important, ils comprennent. Et si jamais j'inverse, c'est toujours un message que je vais leur donner. Je vais leur dire attention, demain matin on va faire la séance collective où il va se passer ça, et on fera la séance de travail individuel demain après-midi. Le mardi par exemple, des fois on inverse. Ça peut arriver. C'est probable. Est-ce que tu prends du temps avec ton prépa physique, ou peut-être le staff prenait du temps pour évaluer les datas, c'est-à-dire que tu dis il y a la force, il y a les sprints, etc. Il y a des données qui sont sorties. Est-ce que vous prenez beaucoup de temps pour les regarder? Alors, comment on prend beaucoup de temps pour échanger, pour répartir les charges et ce sur quoi il va travailler. Par contre, les données, l'analyse des datas, c'est son boulot. C'est prépa. Voilà, c'est pas mon boulot à moi. Okay. En fait, j'essaye de faire en sorte que tout le monde dans le staff soit coach dans sa manière d'être. C'est-à-dire que si jamais l'assistant vidéo, il m'amène un montage descriptif, si le prépa physique, il m'amène des statistiques descriptives, finalement, moi je suis enseveli par leurs informations. Par contre, si l'assistant vidéo, il a une démarche de coach, lui, il fait une synthèse avec des propositions, en ayant souligné les orientations de l'équipe adverse. Et il vient me proposer les choses. Si le prépa physique, lui, il a souligné des trucs et il dit, là-dessus, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Au lieu de venir avec un problème, ils viennent avec au moins une proposition de solution. Et cette démarche-là, on peut l'imaginer et on essaye de la stimuler, la même vis-à-vis des joueurs. Vous avez un problème de tout ordre, un problème de la communication sur les pick and roll, un problème parce que cet après-midi, vous avez un rendez-vous à je ne sais pas quoi, tac, tac, tac. Si vous venez simplement avec ces problèmes-là, pour moi, on ne développe pas l'autonomie de l'équipe. Si quand tu viens me dire, on a un problème là-dessus, est-ce qu'on peut faire ça et ça et ça, bon déjà on peut discuter. Si tu viens, j'ai un problème d'organisation, mais est-ce que ça te dérange qu'on décale d'un quart d'heure, etc. Bon, au moins, tu as réfléchi aux conséquences et tu me proposes quelque chose. Donc c'est l'idée de se positionner en problem solver plutôt qu'en quelqu'un qui est simplement transporteur de problèmes. Voilà. Mais c'est pas évident, parce que culturellement, on n'a pas forcément un public qui est amené à faire ça. Par contre, ils s'adaptent très vite. Moi, par exemple, les jeunes joueurs, je vais citer par exemple Ilias Kamardine dans mon équipe, un gamin comme lui, il vient me voir avec une solution. Il a compris, en 5 minutes, la première fois que je lui ai expliqué le concept, il a tout de suite compris. Et lui, ça lui va bien, parce que comprendre le pourquoi, tout de suite, c'est bon. Voilà. Il y en a pour d'autres, il faut répéter, ça prend plus de temps. Voilà. Avec Noah, par exemple, les 6 premiers mois, il était peut-être un peu plus poussif là-dessus, mais il avait 2 ans de moins, alors qu'Ilias avait une année de pro déjà. Par contre, au bout de 6 mois, à 17 ans et demi, même pas 18 ans, lui, il avait déjà compris. Donc, c'est pour dire que c'est pas impossible à passer au-dessus. Et vous avez aussi un repérage sur l'indice de fatigue par rapport aux séances, ou bien sûr c'est le prépa physique aussi peut-être qui en fonction de ça regarde, mais de manière justement à peut-être éviter les blessures? Non. Non, pas de repérage. Non. Non. Et j'ai pas trop envie d'en avoir. Alors, je vais même aller dans la conception que de dire,
en fait, plus on va monitorer pour éviter de se blesser, plus on va se sous-entraîner. D'accord. Pour moi. Et je pense qu'on peut avoir une idée de très haute intensité en manageant le temps et en acceptant que la blessure peut faire partie de l'entraînement ou de la compétition. Par contre, on outille sur le travail en amont, sur les routines, sur les vitamines, sur le post-entraînement, sur le kiné, sur la récup active, etc. Là, par contre, oui, il faut accompagner les joueurs au maximum. Mais monitorer l'analyse des datas, aujourd'hui, déjà, il y a très peu de clubs en France qui ont Catapulte, etc., les systèmes d'analyse de données. Et même sur le traitement des données, on a un hyper spécialiste en France qui est Yanis, qui est avec l'INSEP, qui travaille aujourd'hui sur une nouvelle analyse de l'activité plus un traitement, on va dire, efficient de ces datas. Et aujourd'hui, il est en train de produire sa thèse. Donc aujourd'hui, ça c'est encore un des trucs sur lequel on peut vite être noyé par l'ensemble des données. Et je ne saurais pas trop comment les traiter en fait. Donc, il faudrait une personne en plus. Oui, mais même avec une personne en plus. Aujourd'hui au rugby, ils ont deux data scientists et aujourd'hui ils sont confrontés au problème qu'ils ne savent plus quand est-ce qu'ils doivent vraiment mettre l'intensité et quand est-ce qu'ils doivent se toucher, etc. Parce que par exemple, ils calculent les G, donc l'impact physique, et sauf que au bout de 2 jours, les premières lignes, ils ne peuvent plus s'entraîner. Et donc du coup, vous entraînez tout le temps sans première ligne. Et donc ça pose un problème dans la construction du jeu. Donc sur cette structure d'entraînement, je suis revenu un petit peu là-dessus pour dire un petit peu sur quoi on portait l'accent. Je suis désolé, il y a des phrases que j'ai écrites en anglais, pardon. Mais le truc principal pour moi, c'est que on échauffe le corps, notamment les articulations. Et là, ça c'est le bout. Ça, j'ai chargé aussi mon prépa physique. Il fait toujours un jeu sur lequel il y a de la dissociation segmentaire avec une prise de décision et du cognitif. Par exemple, je dribble avec une balle de tennis, on se passe le ballon de basket, on doit se faire 10 passes et les autres jouent la défense en même temps, etc. Je vous dis n'importe quoi, mais pour que vous compreniez qu'il y a un petit jeu, 5 minutes. Par exemple, hier, ils ont joué au foot américain flag où on jette la balle, si on arrive à tirer le maillot qu'on a derrière, on échange la possession, premier à 5 touchdowns, le jeu il a duré, je sais pas, 4 minutes 30, 5 minutes, mais on fait souvent ce truc-là entre la partie travail individuel, etc., et la partie où on va commencer à jouer. Et ça m'importe autant par rapport à la préparation que par rapport aussi au mental des gars, pour amener un peu de jeu, quoi. Tu vois, les mecs ils rigolent, ils font une connerie, il y a un mec il tire mal, il tire le short du mec, enfin je veux dire, il y a toujours un moment où, et là il faut accepter que ce soit un peu ça part, parce que c'est contrôlé, quoi, c'est 4 minutes, et après on va basculer. Après quand on attaque l'entraînement, vraiment, là on les réunit, et là c'est un peu l'idée très scolaire. C'est 3 minutes, mais c'est les 2 points sur lesquels on va travailler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va revenir là-dessus. Souvent, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous. Par exemple, le tag, dont on parlait au rebond. Aujourd'hui, ça va être notre fil rouge. Et en même temps, on va travailler un de nos basiques. Notre basique, c'est l'attaque contre le step out. Donc, on va dire, voilà, ça, aujourd'hui, le focus, il est là-dessus. Et là, je le répète, et c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que, peu importe les exercices que je vais faire, même mes assistants ils doivent bien avoir pris l'info, c'est que si les mecs se ratent sur ces 2 choses-là, là il faut y aller, quoi. Il faut corriger, il faut donner l'info, il faut qu'on coach ça, quoi. Et c'est pas beaucoup de points, quoi. C'est 2 points, 3 points vraiment maximum. Et ensuite on est un peu tout le temps dans le même schéma. Peut-être vous vous rappelez de Jay Larranaga qui a joué à Villeurbanne, shooter. Son père, il est l'entraîneur de l'université de Miami, Ohio. Et lui, c'est un enseignant. Ça fait
peut-être plus de 30 ans qu'il est dans la même université. Et il y a deux idées que j'ai piquées de ce que lui il fait. L'idée du green light, pour avoir le feu vert, pour avoir le droit de shooter. Et puis sa méthode de développement d'une idée. 1, l'explication. J'explique ce qu'on veut. 2, la démonstration. On va démontrer ce qui se passe. 3, les joueurs vont s'imiter entre eux parce que quand ils passent dans l'exercice, ils vont développer l'imitation. La correction pour que ce soit bien fait. Et puis, derrière, l'idée de répétition. Okay, donc, si par exemple vous avez déjà vu Philippe Hervé intervenir, okay, il reprend les mêmes idées sur le schéma d'acquisition. Okay, je ne sais pas que je ne sais pas, je sais que je ne sais pas, je ne sais pas que je sais, et je sais que je sais. Okay, les 4 étapes qui amènent vers la maîtrise et l'expertise. Okay. Donc ça permet de travailler avec avec l'athlète et ça lui permet de s'auto-évaluer. Parce qu'il peut savoir où il en est sur le schéma d'acquisition. Et donc, de se situer un petit peu, et là c'est des entretiens, hein, c'est du feedback, c'est de l'informel, ou c'est sur un point précis. Par exemple, avec les meneurs de jeu, sur la lecture, sur les défenses de pick and roll, par exemple. Qu'est-ce qu'ils reconnaissent, qu'est-ce qui leur fait prendre des décisions, comment techniquement ils réalisent, etc. etc. Okay. Donc, c'est un peu cette idée. Ensuite, dans la partie finale, on a toujours un moment compétitif. Très souvent, nous, on joue 4 minutes. Puisque 4 minutes, c'est ce qu'on considère être ce qu'un joueur de très haut niveau peut faire maximum. Je reprends l'exemple de Paris. Eux, ils ont en tête 3 minutes 45. Ils ont enlevé 15 secondes pour se dire on fait les changements avant qu'il y ait une descente du pic de performance. Okay. Donc, cette idée-là, c'est de dire tous les jours, on essaye de rétribuer dans un contexte qui correspond à celui de notre compétition. On est un sport qui nous permet de jouer tous les jours à l'entraînement à haute intensité. C'est pour ça que même dans les championnats d'Europe, championnats du monde, vous voyez des répétitions de matchs, des fois 100 jours de repos. C'est aussi parce que physiologiquement, c'est pas comme le foot ou le rugby, les sports de grand terrain, où c'est pas possible de le faire. Au basket, c'est possible de le faire. Donc si on le réduit et qu'on tient le temps, c'est intéressant. Et puis après, on a toujours un petit travail d'adresse. À la sortie de ça, on fait un point bilan. Comme au départ, c'est pas long, c'est pas plus de 3 minutes maximum au milieu du terrain. On revient sur les 2 points. Qu'est-ce qu'on a bien fait? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse mieux? Attention à ça. Et on contextualise l'entraînement d'après. Vis-à-vis du staff, l'idée, c'est renforcer l'intention du coach. Ça, c'est le truc principal. En gros, on travaille le robot off. J'en ai parlé au début. Ce que j'aime, moi, c'est que après, durant toute la séance, même si on fait plein d'autres exercices, situations, etc., que chaque fois, les gens qui sont autour du terrain, s'il y en a un qui oublie de faire, boum, boum, il est là, il lui parle dans l'oreille. C'est plus mon focus à moi, mais là, si tout le monde est là-dessus, petit à petit, le joueur, il comprend quels sont les messages essentiels et c'est les choses sur lesquelles c'est non négociable. Là, on ne peut pas se rater là-dessus. Ça, on n'est pas infaillible, hein. On va se rater, bien sûr, c'est humain, mais on essaye de diminuer les erreurs. Ok. Après, l'idée de prendre des mesures quand c'est mesurable, l'adresse, c'est une des choses sur lesquelles on peut le faire, notamment. Donc là, je vous ai remis, comme ça vous aurez un petit peu ce que j'ai détaillé vis-à-vis de la semaine. Comme ça, si vous avez en même temps la planif et en même temps cette slide-là, vous voyez le détail. Après, l'autre boulot qu'on a, c'est de cadrer un petit peu le temps. Et là, il y a un paradoxe dans un staff, c'est qu'on ne vit pas dans le même temps. Le temps de l'entraîneur et le temps, notamment de l'assistant vidéo, il n'est pas exactement le même. Puisqu'on demande à l'assistant vidéo de vivre dans le futur proche, alors que le coach, lui, il doit pouvoir se concentrer pour être performant dans l'instant. S'il se décale de l'instant, il va perdre en performance. Et l'assistant coach, si lui, il ne réussit pas à se projeter, il ne va jamais réussir à se projeter sur l'équipe adverse, par exemple. Si on est réparti sur le travail de cette manière-là.
moi en tout cas, on demande de regarder les 3 derniers matchs en phase aller de l'équipe adverse, en phase retour, les 2 derniers matchs et notre match aller contre cette même équipe. Mais on veut limiter à 3 matchs. Parce que entre les 3 matchs, plus tous les outils qu'on a, Instat, Synergy, etc., qui peuvent nous donner des datas où on voit les chiffres sur une saison de notre adversaire, pour moi, ça me suffit. L'autre raison pour laquelle ça me suffit, c'est parce que, là aussi, on ne défend pas les systèmes adverses. On défend les actions. Il y a une situation de pick and roll dans l'axe avec 2 joueurs dans le dos. Un pick dans l'axe, un joueur dans le dos. Un pick isolé. Il y a une cascade d'écran. Il y a un cross-screen, etc. Nous, on s'entraîne toute l'année à défendre les situations, pas à défendre les systèmes de jeu. Et ce qui nous intéresse, c'est de connaître les tendances de modération. On est plutôt sur notre plan A là-dessus. Et si on veut donner de la variété, on va plutôt le combiner avec des défenses de pression tout-terrain et pourquoi pas une zone, puisqu'on a une zone qu'on fait aussi avec parcimonie, mais quand même avec fréquence. Okay. Donc, un peu souvent, c'est toujours la même idée, un peu souvent, même pour la zone. C'est pour ça que c'est parcimonie, peu, mais avec fréquence, donc toujours quand même avec un rythme. C'est pas parcimonie le Corse et puis... ouais, non. C'est pas son prénom et son nom. Et donc sur le scouting, qu'est-ce qu'on demande? Des choses hyper simples. Nous, on veut être fort dans la contre-attaque transition. Donc le premier point qu'on montre tout le temps à notre équipe, c'est le repli adverse. Ah, il replie à 4+1. Parce qu'ils ont un mec qui joue tout le temps le rebroff et qui, sur ses 3 premiers appuis, il est en retard. Bon. Ils ont un extérieur qui a tout le temps un temps. Bon, ok, tac, tac, tac. Ça, on essaye d'identifier quand, pourquoi, pour stimuler ces situations. Ça, c'est notre force, donc on va toujours le montrer. Ensuite, la défense de pick and roll adverse. Pour dire, ben voilà, globalement, on va dire, les équipes, elles ont une défense A qu'elles font 75% du temps. Ça, il faut clairement l'identifier. Après, qu'est-ce qu'elles font sur les autres familles? Là, on peut le traiter ou pas le traiter. Si c'est quelque chose qu'on voit peu, ben, on va pas forcément y mettre un gros focus. Après, si on va un peu plus dans le détail, est-ce qu'ils ont des défenses tout-terrain? Est-ce qu'ils ont des défenses de zone? Et puis, on va essayer de classer les joueurs. Est-ce qu'ils ont des joueurs qui sont des plots? C'est-à-dire que défensivement, quand on les attaque, ben, ils font plutôt les sombreros qu'autre chose. Ou est-ce qu'ils ont des joueurs qui sont des glue guys? C'est-à-dire que ben, il vaut mieux les éviter. Il vaut mieux pas monter la balle contre eux. Quand ça sort des écrans, il faut être vigilant parce qu'ils vont tout le temps couper les lignes de passe. Donc, on essaye d'avoir ces 2 extrêmes. Voilà. Défensivement, c'est les extrêmes qui nous intéressent. Pour dire, ben, est-ce qu'on les cible ou est-ce qu'on les évite? Après, sur l'attaque, ben, pareil, est-ce qu'ils ont une volonté de courir? Pourquoi? Est-ce qu'ils veulent contrôler le tempo? Est-ce qu'ils accélèrent? Qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent en phase de transition? Ils courent dans quels espaces? On reprend un petit peu les mêmes choses. Et puis, en attaque, on va les critériser par rapport à leur shoot. Est-ce qu'ils sont chauds? Est-ce qu'ils sont froids? 2 critères. Ça va déterminer quel type de close-out on fait sur eux. Est-ce qu'on fait ce que nous on appelle un fly-by, c'est-à-dire qu'on veut interdire le shooter de shooter, c'est-à-dire je cours sur toi en visant ton épaule extérieure pour te renvoyer vers la ligne de fond, t'empêcher de tirer, te forcer à dribbler, première possibilité. Ou est-ce que tu es un joueur que je considère call, donc je vais sortir, je vais feinter de sortir sur toi sur le tir et de suite je me mets en position pour défendre le 1 contre 1 quand tu vas poser la balle au sol. Je veux favoriser le fait que tu tires avec une petite hésitation. Parce qu'on respecte tout le monde, tout de même, on n'est pas sur des abandons. Il y a des équipes qui, dans le championnat, clairement, ils ont 2-3 joueurs qui ne défendent pas du tout sur le tir. Et ça marche très bien, par exemple pour La Rochelle, qui fait des gros impasses à dire, ben, lui, on va voir s'il est capable de nous marquer 4 tirs à 3 points, etc. Ils font des paris qui sont assez souvent gagnants dans leur stratégie collective. Encore une fois, il y a plein de manières de faire. Ensuite, les infos, comment on les communique? Ben, on utilise le vestiaire. Donc ces infos-là, on les note, on les affiche.
On essaye de le faire dès le début de la semaine pour que chaque fois que les mecs viennent, on estime que durant la semaine, il y a bien un moment où ils vont fixer l'info, ça fait partie de leur boulot. Vis-à-vis de la vidéo, on a un écran vidéo dans le vestiaire, on met des choses en boucle. Et souvent, tous les jours, ils changent. C'est des fois l'attaque de l'adversaire, des fois leur défense. Des fois, c'est... je reprends l'exemple, puisque je l'ai vu hier soir le match, mais par exemple, l'agressivité au rebord de Paris contre Badalone, on peut faire un clip de 2 minutes. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre. Donc, ils vont voir une autre équipe faire ce qu'on fait. Nous, en attaque, on joue beaucoup sur une motion pick and roll, pick côté, pick milieu. Si on trouve une équipe qui le fait, on va montrer une autre équipe qui le fait. Moi, j'avais pris beaucoup d'idées d'Odette Katash quand il était à l'Hapoel Jérusalem. Et donc, j'avais des clips, etc. Pas plus tard que cette semaine, quand on a repris, on a montré quelques clips quand l'Hapoel, il faisait des choses que nous, on propose dans le jeu. Pour avoir d'autres référents aussi. Ça change un petit peu. Il y en a, ils sont stimulés en voyant d'autres. Il y en a, ils sont stimulés en se voyant eux. Donc, on essaye de stimuler de différentes manières. Après, dans le casier, on leur met des fois des infos individuelles. Et puis, on essaye de questionner un peu durant la vidéo. Étant donné qu'on voit la vidéo avant de faire sur le terrain, par exemple, on va voir un système adverse, on va mettre pause. Ok, comment on défend cette situation? Et là, les réponses, elles sont parce que comme on défend toujours les mêmes familles d'actions, on n'est pas en train d'inventer une nouvelle défense. On est en train de se dire, là, il y a un pic milieu, il y a 2 mecs dans le dos, on fait ça. Il y a un mec dans le dos, on fait ça. Puis un coup, c'est toi qui réponds, un coup, c'est toi, un coup, c'est toi. Okay. Donc, voilà un petit peu le cadre dans lequel on évolue toute la semaine en termes de management. Après, je voulais vous montrer un petit truc en exclusivité. Alors. Tu nous montres pour demain? Non. Ah, mais mince alors. Non, pas demain. Je peux pas avoir filmé quelque chose qui s'est pas passé encore. Ah non, d'accord, je vais tu nous montrer la stratégie de demain. Ça j'aurais pu, c'est pas... Mais c'est l'assistant vidéo là qui déconne. Si elle n'a pas filmé le match de demain... Non, mais quel contrat l'assistant vidéo? Voilà. Je les écoute pas, il aime. Je pense que c'est le principal qui est en discussion. Il range pas comme moi. Qu'est-ce que vous voulez comme... Lui, il range. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est pour moi, c'est avec l'équipe de France U20, l'été dernier, c'est un briefing d'avant-match. Et pour moi, j'étais dans le cadre le plus idéal qu'un coach peut avoir en termes de staff. Parce que j'avais 2 super coachs avec moi. Et donc du coup, pour que le staff soit performant, c'est d'utiliser les qualités des mecs qui sont avec moi. Donc, je vais vous montrer à quel point le niveau de confiance qu'on a chacun fait que, par exemple, on va dire, je sais pas moi, allez, demi-finale contre la Grèce. Le son ne pas, et ce que je veux, le son ne sort pas trop, mais en réalité, moi je suis là, c'est moi le head coach, mais Thomas va présenter le plan de match défensif, des choses qu'on a déjà vues, qu'on a déjà expliquées, mais c'est lui qui va le synthétiser. Je suis désolé, il n'y a pas là. Il y a du son ici, mais ça ici sur le ressort là-bas. Clique en haut à... Sur votre projecteur, il y a peut-être... Un peu de son. Je peux me permettre? Ouais, vas-y. Ah, merci. C'est agressif en première intention, le grand qui court aussi, ok, dans l'axe. Ralentir la montée balle, après mettre de la pression tout de suite, ok, sur le porteur. Pas
Derrière, vous allez avoir Nickel. Michael qui va intervenir. Ok, donc il présente l'attaque. Ok. Derrière, ok, ça va me permettre de revenir simplement sur des aspects qui sont des aspects contexte, motivation, mais surtout se recentrer vis-à-vis du match. Et voilà, si je vous montre ça, c'est que ça, dans un staff qui fonctionne vraiment en cohésion, ça a un double intérêt. Ben, l'intérêt déjà, c'est d'avoir des gens qui se concentrent sur une zone et qui du coup sont très performants sur ce qu'ils peuvent proposer. Et puis, dans la dynamique de groupe, ça les positionne aussi vis-à-vis des joueurs. Et donc le relationnel entre les joueurs et le coach évolue également. Et donc ça c'est très positif en termes de dynamique. Okay, donc c'est pour vous, un petit peu pour vous illustrer qu'on peut aller très très loin dans cette manière de faire en donnant de l'autonomie, de la responsabilité, et qu'il y a des choses qui sont sacralisées un petit peu dans nos métiers de coach, sur lesquelles moi je pense qu'on peut tout à fait partager sans pour autant remettre en cause sa responsabilité ni son autorité. Okay. Mais c'est possible de le faire dans un climat de confiance totale. Et pour moi, voilà, moi j'ai eu la chance de choisir mon staff, d'être avec des gens qui ont des comportements humains assez exceptionnels, qui sont des très bonnes personnes. Donc c'est assez facile de se projeter et de réfléchir les choses ensemble comme on a pu le faire. Combien de temps dure ce temps dans les vestiaires? Là, on est à peu près à, on va dire, tu vois, là, on est à 5 minutes et déjà Thomas a parlé, Michael a parlé et moi je vais faire la partie motivationnelle et on va être, tu vois, on va être à 6 minutes, tu vois, on va être à 6 minutes. Donc le but c'est vraiment d'être très synthétique parce que là le joueur, c'est très difficile pour lui d'absorber beaucoup d'infos et il a envie d'énergie. Et c'est des rappels de toutes les manières, donc il n'y a Voilà. pas de... Non, il n'y a pas de surprise. Voilà. Après, là, c'est quand même complexe dans un championnat d'Europe parce qu'on joue du jour au lendemain. Des fois, on a moins de 24 heures entre les matchs. Donc, il faut quand même redonner des infos parce qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup dire jusqu'à maintenant. Et tu réutilises ça dans ton groupe cette année? Alors, dans mon groupe, on fait ça en partie. Donc, déjà, on est moins staffé. Mais il y a une part d'autonomie dans le travail qui est entre le prépa physique, l'assistant coach, il y a quand même beaucoup d'autonomie. Comment toi tu mets ça en place avec tous les staffs que tu peux avoir, que ce soit en club ou avec les équipes de France? Comment toi tu l'amènes, ce mode de fonctionnement qui t'appartient? Dès la première discussion. C'est-à-dire que dès le premier moment où on échange, on est déjà sur la définition du rôle et de comment ça va se passer. Parce que pour projeter quelqu'un dans le projet avec vous, c'est important qu'il puisse visualiser. C'est comme quand les gens ils définissent un objectif, un rêve, etc. Plus ils vont pouvoir le détailler et se le représenter, plus ils ont des chances de le concrétiser. Et de faire en sorte qu'ils s'approchent de cette réalité-là. Ben, vis-à-vis du staff et de la répartition des rôles, comme pour les joueurs, dès la première discussion, on est déjà orienté là-dedans. Donc tu leur donnes la parole sur comment tu voudrais t'investir ou moi ce que j'attends de toi ou Ouais, un peu des deux. On est dans l'aller-retour là-dedans. C'est-à-dire, ben, voilà, moi j'ai envie que tu viennes avec nous pour ça. Okay. Maintenant, toi, pourquoi tu as envie de venir? Qu'est-ce que tu peux apporter? Dans quelle situation tu es le plus à l'aise pour intervenir? Comment tu te sens d'intervenir, etc. Là, on peut creuser très loin. Ouais, non, au quotidien, durant l'entraînement, avant les entraînements, après l'entraînement, avant le match, pendant le match, après le match, on peut aller très loin. C'est pour ça que si l'entretien il va avoir du sens et on veut qu'il soit qualitatif, on peut vraiment définir notre cadre de collaboration avec les joueurs et avec le coach, de la même manière. Et ça, c'est notre premier outil managérial. Parce que l'être humain, quand il s'engage par la parole, il n'a pas trop envie de se renier. Et donc, à partir du moment où il exprime les choses, il n'a pas toujours envie d'aller contre lui. Et quand il y va, et qu'on revient sur les paroles qui ont été dites, et qu'elles sont suffisamment claires, on peut même les écrire, c'est assez facile de... Voilà, là on parle de factuel. On s'est engagé à ça,
voilà notre réalité. Aujourd'hui, il y a un écart qui se creuse. Explique-moi pourquoi, comment on peut faire pour y remédier, est-ce que tu as des solutions pour ça, etc. Et les personnes que tu choisis dans tes staffs, enfin, je suppose que c'est toi qui les choisis, Oui. et que tu as eu la possibilité de choisir. Oui. Tes critères à toi, c'est tu appuies sur quoi en fait? Est-ce que tu as des outils ou est-ce que tu as des préférences personnelles sur les gens que tu vas aller chercher pour bosser avec eux? Là, la fenêtre est très courte en équipe de France. Donc là, c'est déjà des gens que je connais. Donc déjà, ça c'est un premier critère. Le deuxième critère, c'est que c'est des gens avec qui j'ai envie de passer du temps. Le troisième critère, c'est que c'est des gens compétents. Mais si je mets le critère de compétence en premier, on va en trouver plein des gens de compétents. Mais si je trie dans l'autre sens, j'aurais déjà écrémé beaucoup de monde. Et donc après, je fais une liste. Et donc, avec cette liste-là, j'ai priorisé. À 10h le matin, j'avais appelé d'abord Jonathan Debout, qui était mon assistant vidéo. On ne voit pas l'image, mais qui était mon assistant à Vichy. Il m'a répondu oui de suite. À 10h15, j'avais Michael. Il m'a dit je demande à ma femme à midi. À 14h, elle disait ok. Thomas, juste derrière. Les trois ont dit oui dans la matinée. Je pense qu'en 1 heure, le staff il était fait. Donc ça c'est... Voilà. Ça, eux étaient disponibles, avaient envie de le faire. Donc voilà. Et après ça s'est très bien passé, quoi. Donc, Et tu cibles d'abord l'humain et après tu mets entre guillemets en second plan la compétence. Même si tu l'écartes pas. Mais tu vas d'abord chercher la relation humaine pour après dire voilà, je vais plutôt cibler, comme dit Kéchine, un mec qui parle comme ça, qui pose sur Camelot là. ouais. Il dit moi, en gros, je bosse qu'avec des gens avec qui j'ai envie d'aller bouffer, quoi. Sinon, je bosse pas avec eux. C'est simplifié un petit peu, mais il y a du vrai. Il y a du vrai. Parce que la compétence, c'est possible de la développer. Le comportemental, le savoir-être, j'ai pas le temps de le développer en 5 semaines. Et le savoir-être, il va nous coûter 2 fois. Et il va nous coûter dans les moments de tension. Parce que c'est à ce moment-là que la personnalité profonde des gens se révèle. Et donc dans les moments de tension, là on a passé un été idyllique, on fait 14 matchs, 14 victoires. Mais même si on avait eu un moment difficile, on avait les reins solides pour assumer, sans, en plus dans un contexte où on aurait pu assumer ensemble certaines choses, et du coup diluer le truc et rebondir. Alors on avait des ressources humaines pour rebondir grâce à nos relations. Ce qui donne de la force de toute manière dans le groupe, c'est toujours l'énergie. Pour moi, je me pose toujours une question tous les jours. Est-ce que je coûte de l'énergie ou est-ce que je rapporte de l'énergie? Et donc chaque fois que je vais à l'entraînement, que je sors, je suis dans ma voiture, je me dis est-ce qu'aujourd'hui j'ai plutôt été quelqu'un qui a stimulé de l'énergie ou est-ce que j'ai consommé l'énergie de mes gars? Quand je leur ai tapé sur le système, souvent je leur ai consommé l'énergie. Par contre, quand j'ai stimulé et qu'on a été dans ce qu'on voulait dans l'entraînement, là j'ai été générateur d'énergie. Et ça c'est mon boulot. Et après je me pose la même question vis-à-vis du staff. Parce que des fois, peut-être que, je sais pas, je me suis énervé parce que quelqu'un n'était pas en train de faire ça, ou peu importe. Ça va tourner dans ma tête. Et... Peut-être que ce jour-là, tu n'es pas en forme aussi, que c'est peut-être tes c'est vrai. Ça arrive aussi. Hein. Et donc, là, tu nous parles de l'idyllisme de l'équipe de France, mais en club? En club, on est sur des staffs différents, puisque déjà les moyens sont différents. Et donc, on est encore plus dans un projet de faire grandir. Où les gens qu'on a avec nous, on les embarque dans l'aventure. Et on est dans le club un petit peu sur la même démarche. On n'a que des gens dans le club, en tout cas autour de l'équipe pro, qui sont dans un projet qui est en train d'avancer. On a un jeune prépa physique qui était sorti, etc., qui est sur sa 3e année avec nous, donc qui est vraiment monté en compétences et en autonomie. On a un assistant coach qui vient de l'international, qui découvrait le basket français l'an dernier en U18, qui est avec moi et qui a envie, lui, d'apprendre la langue, de se développer. Il est parti 4 ans au Brésil avant, etc. C'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses. Il y a Charles qui est dans son projet de conversion professionnelle. Donc tout le monde est un petit peu dans cette dynamique de se bousculer par rapport à ce qu'il faisait l'année d'avant ou ce qu'il veut faire, etc. Et
Et là aussi, l'humain est très important. Voilà. Avec Charles, par exemple, le projet de conversion, on commençait à en discuter dans sa 3e année à Vichy, et il en a encore fait 3 autres de plus en tant que joueur, alors que c'était déjà signé qu'il allait basculer derrière. Donc là-dessus, on était très très clair. Enfin, lui était très clair vis-à-vis de son projet, et nous très clairs vis-à-vis de notre intention. En tout cas de la mienne, de faire en sorte qu'il puisse transiter sans problème. Et parce que, voilà, les 6 années d'avant, Charles a été mon capitaine dans l'équipe, la relation qu'on avait a été très forte, et donc de la même manière que là avec Michael et Thomas, on peut aller à la guerre avec les jeunes, de la même manière on peut y aller avec le staff, voilà, mais très, très unis, quoi. Bon, ça c'est une chance. Est-ce qu'on peut demander à Charles comment il a vécu Ouais, je pense, hein. cette transition et puis ces nouvelles habitudes, comment il a pu prendre sa place dans le staff, et puis comment il arrive à s'émanciper avec le cadre que tu lui offres? Alors, moi, déjà, j'ai été joueur 8 ans à Vichy, 8 ans, ok, donc dont 7 ans et demi, je dirais, avec Guillaume en tant que coach. Donc, ça, c'est un premier fait. Moi, j'ai arrêté ma carrière donc, au mois d'août, à 40 ans. J'avais passé mon brevet d'état quand j'étais joueur en National 1 à 23 ans. J'avais déjà l'intention post-carrière de transmettre. J'ai toujours un peu cette fibre, un peu de transmettre. J'avais envie d'entraîner plus tard et bon, j'étais à Autun, il y avait un CFA, j'ai passé mon brevet d'état et que j'ai switché en 2 ensuite, il y a 2 ans. Et pour moi, je ne l'ai pas ressenti tout de suite, mais avec un recul de 6 mois, je vois des collègues à moi qui ont arrêté leur carrière, qui, eux, se mettent dans la formation et tout le processus. Pour moi, ok, j'ai fait vraiment le bon choix tout en étant joueur à part entière de National 1, d'aller tous les jours à l'école, entre guillemets, tous les après-midi à un âge jeune, entre guillemets, 23-24 ans, où mes collègues faisaient la sieste, toujours à la console. Finalement, j'avais déjà mon diplôme, entre guillemets, entre les mains. Et le projet de reconversion, il a été réfléchi mûrement en 2017, début 2018, et finalement, voilà, j'ai joué jusqu'en 2022-2023, donc on m'avait repoussé la fin de ma carrière. On avait établi que je resterais au club, et j'ai pris les U18 au mois d'août. Donc c'était entre guillemets Charles, l'ancien basketteur, adepte de la Pro B depuis 20 ans, mais pour moi j'étais un rookie, boule au ventre dès les premiers jours finalement. Ok, j'avais mon bagage, mon expérience, mon bagage technique, mais pour moi c'était une nouvelle fonction. Donc je me suis vraiment mis dans la peau d'un étudiant du jeu en tant que coach. Okay, pour moi je maîtrisais entre guillemets le jeu en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur j'étais un bleu. Et je me suis mis dans cette peau-là tout de suite. Je me suis cassé l'ego du joueur. Et pour moi, je suis vraiment un débutant. Et voilà, je réapprends le jeu de l'autre côté de la barrière. Donc tu vois, j'ai la voix cassée, ça c'est à cause des jeunes. Et je bouffe basket, mais de l'autre côté. Donc je me répète, les matins j'entraîne les jeunes. Ensuite, j'essaie d'être là le plus souvent possible aux séances, surtout en début de semaine où voilà, j'ai des minutes où je donne aux big men surtout. Après, je connais par cœur la culture de Guillaume et il a confiance en moi, donc j'ai toujours un peu l'étiquette du capitaine et du grand frère avec certains joueurs qui m'ont connu en tant que joueur. Donc je suis là pour réimprimer ce que veut le coach, avec un autre message parfois, mais ça rentre un peu dans ce que veut Guillaume. Et puis Guillaume m'accompagne dans mon coaching. Il n'hésite pas à me reprendre. Voilà, ce que je dis souvent, on est très proches, mais il y a quand même, on a toujours, même quand j'étais son joueur, il y avait une sorte d'alter ego en fait, c'est-à-dire qu'il me coachait comme un joueur lambda et était aussi dur qu'avec un jeune, même si j'avais 20 ans de Pro B, etc. Et il savait que je demandais ça aussi dans le rapport, mais ça continue en fait professionnellement. On n'hésite pas à se dire des choses parfois des fois un peu brutes, mais il n'y a aucune guerre d'ego entre les moi, etc. Donc je pense que
je me permets aussi de lui dire des trucs, il ne le prend pas. Je ne suis pas dans le rôle de celui qui écoute, etc. Parce que je pense qu'on a vécu beaucoup de choses ensemble, donc des fois j'essaie de lui donner mon ressenti. Il s'en sert ou pas. En match, des fois je suis chiant, je me lève, je lui demande des trucs, je lui propose des choses, il prend ou pas. Et comme je répète, parce qu'on regarde dans la même direction, tu vois, on a cette relation-là, il n'y a pas de « ah, il ne m'a pas écouté, il ne me respecte pas, etc. » Je pense qu'on a compris, et j'ai compris, parce que j'ai compris un peu l'intention de Guillaume dans le club, sa politique, sa vision, etc. Et sans me forcer, je regarde dans la même direction, et donc voilà, j'essaye de faire au mieux pour que la relation marche surtout, et puis que c'est des relations qui élèvent les hommes, j'appelle ça. J'ai aidé, je pense, Guillaume dans ses débuts en tant que coach, en tant que joueur, parce que j'ai senti une intention saine, une intention d'élever le club aussi, dont je faisais partie. Et je pense que Guillaume me le rend fortement maintenant, parce que je suis un débutant en tant que coach, et c'est une relation saine pour moi, une relation qui cherche à élever. Et moi, j'essaie au maximum de redonner mon énergie. Si je peux donner 0,5% chaque semaine qui peut aider Guillaume, je vais le faire, tu comprends. Et donc, je vacille entre U18 Espoir et groupe pro. Et voilà, c'est des semaines lourdes, mais je suis heureux dans ça. Et je pense que ça m'a aidé mentalement, parce que c'est pas facile d'arrêter sa carrière après plus de 20 ans. Et je pense vraiment, si je fais le comparo avec d'autres joueurs, que je suis chanceux et que, même si c'est très dur mentalement et moralement encore, je pense que je suis chanceux d'avoir vite rebondi et toujours dans l'élément d'un club que je connais, d'un environnement que je connais, et des hommes avec qui j'ai envie d'aller manger après l'entraînement, par exemple. Voilà, c'est important. Ça, merci pour ton témoignage. Je trouve que c'était fort. Et c'est très rare. C'est très rare d'avoir ce genre de connexion comme ça entre un coach. C'était un mentor. Tu vas t'accompagner dans ta progression. Et puis, de voir ce type de relation-là, je trouve déjà, je pense que c'est très rare. Et je pense que c'est l'une des clés aussi de votre réussite, c'est cette manière de manager. Chapeau. Oui, c'est un jeune coach, mais à haut potentiel. Et ça aide. Parce que bon, il faut, comme pour les joueurs, il faut des gens avec du haut potentiel. Sur le terrain, en tant que basketteur, mais en tant qu'homme aussi. Et donc ça, c'est très important. Donc notre métier, surtout quand on a une équipe jeune, c'est essayer de repérer cette potentialité. Puis après, le vrai boulot commence maintenant. Parce que plus on vous donne des gens avec un haut potentiel, plus vous devez mettre en place quelque chose qui va aider. Ça fait combien d'années que tu es coach à Vichy? C'est la 7e année. En fait, j'ai fait un petit peu plus de 7 ans parce que je suis arrivé au cours d'une année difficile à Vichy. Le club était dernier en Pro B. Il restait 10 matchs à jouer. Et du coup, il fallait faire 6 sur 10. Donc 60% de victoire, alors que la statistique, c'était 33% de victoire au moment où on prend l'équipe. Donc il fallait gagner autant de matchs en 10 matchs que sur les 24 premiers de la saison. Et donc, le deal que j'avais avec le président, puisque là, on a parlé de la relation avec les joueurs, on a parlé du management de l'équipe, mais si ça fonctionne à Vichy, c'est parce qu'on a un alignement avec le président. Et le président, le premier jour, quand on a repris l'équipe, il a dit c'est une situation difficile, on ne va pas aller chercher quelqu'un de l'extérieur. Si on le fait tous les deux, pour toi, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, il faut faire 6 sur 10. Il dit, mais si on fait 6 sur 10 et qu'on se maintient, qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est à vous de me dire. Il dit, tu signes un contrat de 2 ans. Je dis, ok. Et le jour même, quand on s'est maintenu, le lundi, on signait. Tu as succédé à qui? À Stéphane? Oui, à Stéphane. Ouais. Quand on prend un petit peu de recul, on vit des choses aussi qui sont comparables humainement en dehors du terrain. Tu as déjà eu excuse-moi, je te dirais, est-ce que tu as déjà eu des propositions au-dessus? Des propositions, c'est tôt. Déjà, on sait, avec le changement à la Ligue les années précédentes. Et la réduction. Non, j'ai jamais eu de proposition de première division en France.
Pas encore. Revenir. Un chapeau pour aller vers ce que. Merci. Incroyable. Ouais. Incroyable. Très très bon. Incroyable. C'est un super match. Super match. Donc voilà, je ne sais pas si par rapport à cette thématique-là, si déjà ça a répondu à votre commande, question générale. Et donc, Tu dois être un des seuls coachs, enfin un des rares coachs pardon, à ce niveau-là, peut-être au-dessus, qui s'appuie autant sur un prépa physique. C'est la première fois que j'entends un coach à ce niveau-là dire ouais, j'intègre vraiment le prépa physique dans. Moi j'ai passé mon diplôme de prépa physique avec Yanis et Julien et tout ça en 2017 là, et c'est rare que les coachs intègrent autant le prépa physique. Julien, par exemple, pour te dire, avec les équipes de France, Julien, j'avais déjà travaillé avec lui puisqu'il était assistant de l'équipe de France quand moi j'étais aussi assistant. Et donc avec lui, on a discuté très tôt. Et lui, son job, c'est de me dire tous les jours combien de minutes j'ai. Et on ne déroge pas à ça. Et le médecin, tous les jours, il vient et il me dit qui sont valides, qui ne sont pas valides. Et point. Là, c'est des choses qui ne sont pas discutables. Et bon, là aussi, c'est parce qu'avec Julien, on a cette relation. Et qu'on varie en fonction. Et donc, moi, j'ai besoin de savoir combien de minutes à haute intensité on fait aujourd'hui. À l'intérieur de ça, après, on va travailler autour. Voilà. Mais bon, après, c'est là encore. Les équipes de France, il faut quand même, parce que c'est très souvent là, on crée des guerres qui n'existent pas ou on critique la fédération. Il y a une chose sur laquelle la politique de la fédération est vraiment une politique de haute performance, c'est les équipes de France de jeunes. Les moyens dans lesquels on s'entraîne, on se déplace, on est staffé, sont des moyens de très haut niveau. Et on est un exemple vis-à-vis des autres nations. Et aujourd'hui, l'Espagne, il fonctionne comme nous, la Lituanie fonctionne comme nous. On est parmi les équipes qui sont le plus structurées en termes de staff médical, en termes de staff technique, etc. Donc, ma question embêtante, il est prépa mental alors, ce que je disais vis-à-vis du prépa physique, c'est encore plus prononcé. C'est-à-dire que les gens qui font de la prépa mentale, déjà ils font de la prépa mentale individuelle. C'est très récent qu'on commence à se former à la prépa mentale collective. Donc déjà, nous, si on est intégré dans le projet, il faut avoir les deux dimensions. C'est très rare de les avoir. Ensuite, il y a tout le monde peut se dire prépa mentale, tout le monde ne peut pas se dire psychologue du sport. Donc là déjà, on peut changer de cap. Et ensuite, je pense qu'il faut voir aussi les choses toujours sur l'idée de monter en compétences. Les gens qui doivent intervenir vis-à-vis des jeunes que j'ai mis à l'image tout à l'heure, c'est des experts. Ça ne peut pas être des débutants, ça ne peut pas être des confirmés, ça ne peut pas être des gens en maîtrise, il faut des gens experts. On ne devient pas expert d'une discipline du jour au lendemain. Donc, moi, je vois peu de gens, en tout cas dans notre environnement, qui sont en capacité d'intervenir avec 3 niveaux. Le niveau individuel, le niveau de l'équipe et le niveau du coaching staff. Parce qu'il va falloir être capable de comprendre les relations interpersonnelles, les dynamiques de groupe dans ces 3 niveaux-là. Et en même temps, comprendre dans quel contexte général on se situe. Si on pouvait intégrer des gens dès le départ, comme si c'était un assistant coach prépa mental, c'est une discussion différente. Ce qui se fait par contre un petit peu plus en ce moment, c'est l'idée d'avoir des coachs de coach. Par exemple, avec les A et Richard Ouvrard, qui a cette démarche, et nous on peut le solliciter à notre niveau, les coachs des équipes de France de jeunes, et il répond, etc. Enfin, je disais, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis, on peut imaginer aussi qu'on a des gens qui sont des coachs qui peuvent devenir, tu parlais de mentors tout à l'heure, et qui, sans parler de prépa mentale, peuvent, pendant un moment,
avoir une fonction de coach. Et moi, pas plus tard qu'il y a même pas 15 jours, il y a 10 jours, j'ai fait venir Philippe Hervé, par exemple, pendant 3 jours, dans mon club, pour que il me fasse un retour, on fasse des feedbacks, on travaille sur mon projet, etc. pendant 3 jours. Donc ça, c'est une démarche pour l'instant personnelle, mais je pense qu'il y a un intérêt. Parce que nous, on ne peut pas rester statique. On est dans un métier où si tu arrêtes de te questionner ou tu arrêtes de travailler sur des dimensions de ton projet, tu vas nulle part. Donc, pour boucler ta question, je pense que l'intégration de quelqu'un qui a des capacités à travailler autour de la prépa mentale, ça peut être intéressant. Et ce n'est pas à renier. Et je pense qu'il faut creuser là-dedans. Mais moi, je ne peux intégrer dans mon staff que quelqu'un avec qui, en gros, moi je suis un généraliste, donc il faut que j'ai des connaissances générales. Moi, j'ai mon DU de prépa mentale, par exemple. Mais donc, du coup, il faut que quelqu'un qui est en face de moi soit expert. Parce que sinon, s'il n'est pas, entre guillemets, meilleur que moi dans ce domaine-là, on va t'enrichir et te développer. surtout, pas moi, mais les joueurs. Et par contre, je vais un peu plus loin dans ta question. Par contre, les joueurs, et ça c'est quelque chose sur lequel nous, il faut qu'on se forme, parce que ça va être une réalité de notre métier. Ils vont avoir des prépas mentaux individuels, ils vont avoir des prépas physiques individuels, ils vont peut-être avoir des nutritionnistes individuels, etc., etc. Et donc, ma question, c'est comment je fais pour intégrer dans mon écosystème des gens qui, normalement, sont à 2 niveaux de mon écosystème. Mais ça, c'est capital. Mais aujourd'hui, dans les structures de haute performance, en NBA, par exemple, il y a des staffs où il n'y a pas de prépa physique. En tout cas, pas quelqu'un qui va s'occuper des individus en tant que tel. Tous les individus vont payer quelqu'un, et donc on va les voir peut-être à la salle, on va les voir en dehors, ils vont faire des choses en dehors de l'entraînement, etc. Donc aujourd'hui, ils font partie de mon système athlète. Comment je les intègre, qu'est-ce que je fais avec eux, comment je les questionne, etc. Par exemple, Sébastien Morin, qui a travaillé avec beaucoup d'internationaux, notamment il travaille avec Rodrigue Beaubois, et c'est quelqu'un, s'il travaille avec un de tes athlètes, ça serait une erreur de ne jamais échanger avec lui. À mon avis, il faut trouver des moyens d'intégrer cette personne à l'intérieur de l'échange pour comprendre ce qu'il fait, pourquoi, parce que ça a un intérêt. Et donc prépa physique, prépa mentale, etc. Moi, cette année, dans l'équipe, j'ai 2 joueurs, en tout cas qui ont identifié qu'ils avaient un prépa mental avec lequel j'ai échangé. Par contre, j'ai échangé, mais je n'ai pas ni de droit de regard, je ne questionne pas sur le détail des séances. Mais j'ai envie de comprendre comment ils fonctionnent. Est-ce que ces prépas mentaux-là, ils te disent, faut peut-être travailler un peu sur ça, c'est pendant la séance, faut insister parce qu'on a bossé sur ça. Parce que je veux dire, si par exemple ils sont sur un travail d'une routine, quelque chose dans le style, est-ce qu'ils t'en parlent est-ce que tu en parles, est-ce que tu l'as identifié, pour que toi ou avec ton staff, tu appuies peut-être aussi un petit peu là-dessus, pour ce joueur-là? Ça pourrait, tout comme ça pourrait que nous on identifie quelque chose sur lequel le joueur est en difficulté pour que lui le stimule aussi dans ses séances. Les deux sont possibles. Ou peut-être aussi le fait que ils sont en autonomie. Et s'il ne vient pas me rechercher, on a créé le lien, s'il ne vient pas me rechercher pour me solliciter, travaille là-dessus. Voilà. Et on va remercier Guillaume.